Donc je vais demander tout d'abord le premier orateur ou l'oratrice, c'est le professeur Shilpa Cholksy à Londres, UK. Système immunitaire dans la genèse et modulation de la maladie alcoolique du foie, immunopathogenesis of alcoholic liver disease and development of immunomodulatory targets. Can you hear me? Vous m'entendez-vous, docteur? Yes, you can. Okay, you can start. Thank you very much for the introduction. Beaucoup pour cette introduction. Je tiens à remercier le professeur Emin Benyamin ainsi que les organisateurs de cette réunion prestigieuse de m'offrir la possibilité de vous parler. Je suis désolée que je ne puisse pas être là en présentiel. Je vais passer une vingtaine de minutes à vous parler de l'immunopathogénèse, de la modulation de la maladie alcoolique et pourquoi il faut mettre l'accent sur le développement de cibles. C'est au Royaume-Uni, cette mortalité a augmenté considérablement. Comme vous le voyez ici, ce sont des données. La mortalité a augmenté par rapport à toutes les autres pathologies et la cause primaire de l'alcoolose, ce qui reflète bien sûr l'épidémie de l'alcoolisme dans le monde entier. Pour vous donner une idée, 1 million d'admissions à l'hôpital sont dues à des pathologies liées à l'alcool au Royaume-Uni. Mais il y a d'autres manifestations cliniques de cette maladie du foie liée à l'alcool, comme vous voyez ici. La stéatopédie, c'est l'accumulation de graisse et l'inflammation du foie. La cirrhose au stade final. Et finalement, vous avez l'hépatite alcoolique aiguë, qui est une manifestation hyper floride. Ce qu'on sait de cette maladie progressive, c'est que les patients ont des problèmes systémiques tout au long de ce processus. Et on sait depuis longtemps déjà que l'inflammation de l'organisme peut être à l'origine de nombreuses pathologies qui vont s'attaquer aux tissus. En fait, que ça fait très longtemps, c'était même avant le CRIC, qu'Hippocrate a découvert qu'en immunologie, les conséquences de l'inhalation peuvent être à l'origine d'une maladie. Au niveau du foie, on sait depuis les années 90 qu'un score inflammatoire élevé signe la progression rapide de cette maladie. Ce qu'on a appris au cours de ces dernières décennies, c'est que cette inflammation, en fait, se déroule en parallèle avec une immunodéficience, qui est assez paradoxal, mais cette inflammation se majore, la maladie progresse, les patients ont donc cette immunodéficience et cette infection particulière à l'infection bactérienne, susceptible à l'infection bactérienne. Pour ce qui est de la cirrhose, mais une dysfonction immune associée à la cirrhose, c'est 33% de ces patients qui ont des cirrhoses liées à l'alcool auront une infection bactérienne. La conséquence de cette infection étant que 30% décéderont 28 jours plus tard et une trentaine décéderont au bout d'une année. L'hépatite alcoolique est un état très inflammatoire et 30% des patients développent la maladie inflammatoire dans 60 jours, dont beaucoup vont mourir de sepsie bactérienne. Il s'agit de 80% de patients qui développent. Ce que je voudrais, si vous ne vous souvenez de rien d'autre, je voudrais que vous vous souveniez qu'ils ont un système immunitaire totalement biaisé avec des inflammations qui ne se résolvent pas et tout cela est associé avec une protection immunitaire qui est totalement entravée et qui ne protège pas des pathogènes et des bactéries notamment. Il nous faut vraiment concentrer nos efforts là-dessus pour comprendre les déclencheurs et les voies qui démontrent cet équilibre biaisé.
En effet, les options de traitement sont très limitées dans ce cas-là. Et on sait qu'on va essayer de limiter la pathologie et l'abstinence est bien sûr la base même du traitement et je ne pense qu'il n'est pas nécessaire que je vous explique combien c'est difficile de le maintenir. Il faut des mesures de soutien général et des antibiotiques, mais tout cela pose problème et j'y reviendrai plus tard. Dans la cirrhose et l'hépatite alcoolique, les transplantations, les greffes de foie sont souvent l'option la plus efficace. Mais pour cela, il faut 6 mois d'abstinence et beaucoup de services pensent que c'est quand même très controversé de faire une greffe à des patients qui ont une addiction. Et bien sûr, le nombre d'organes disponibles est limité. Dans l'hépatite alcoolique, où on a une forte inflammation et ce risque d'infection très fort, il n'y a pas d'immunomodulateur spécifique. Les corticostéroïdes ont un effet qui n'apporte pas de bénéfices sur le long terme. La pentoxyphyline ne présente pas de bénéfices de survie dans les grosses études. Et les antibiotiques, pour brider l'infection de ces patients, en fait, promeut des bactéries qui sont multirésistantes. Alors, on a une des raisons pour lesquelles on n'a pas d'option thérapeutique, c'est que l'on n'a pas ou peu de modèles précliniques. Beaucoup de lignées cellulaires n'expriment pas les enzymes qui métabolisent l'alcool et cette maladie est particulièrement difficile à induire chez les petits animaux qui ont une aversion pour l'alcool. Et ce qui est très important, c'est que la réponse immunitaire chez eux n'est pas pleinement récapitulée. Il y a de grosses différences entre les rongeurs, l'immunité des rongeurs et celle des humains. On le sait, les rongeurs ne sont pas de petits humains et souvent les immunomodulateurs découverts chez les rongeurs ne présentent pas d'efficacité chez les humains. Donc on a cette immunopathogénèse qui est très peu claire. Alors, on a essayé de mettre en place un modèle à l'aide de coupes pour voir ces maladies hépatiques et j'espère que beaucoup vont utiliser ce modèle parce qu'il permet de récapituler les maladies hépatiques. Alors, on sait que c'est une maladie qui est associée à une translocation accrue des bactéries du système gastro-entérologique. En fait, on a une association directe de l'administration d'éthanol et une augmentation des produits bactériens dans le plasma des animaux. Et on a même un haut niveau de produits bactériens qui sont présents aux premières étapes de la maladie avant même d'arriver à la fibrose ou à la cirrhose. Donc cette translocation bactérienne peut être une première étape pour la maladie hépatique. Alors il semblerait que la sévérité de l'hépatopathie soit liée de manière positive au niveau plasmatique de l'hypopolysaccharides bactériens dans la cirrhose. Et en fait, ce niveau est plus élevé dans les patients qui ont une cirrhose alcoolique que ceux qui ont des cirrhoses dues à d'autres étiologies. En effet, l'éthanol a un effet direct sur l'estomac et l'intestin. En fait, il augmente la production de protéines bactéricides dans l'intestin, ce qui résulte dans une dysbiose et une croissance de bactériennes des espèces pathogènes et je suis certaine que l'oratrice suivante, le professeur Leclerc, en parlera. Il y a aussi beaucoup d'indications qui montrent que l'éthanol inhibe les gènes bactériens impliqués dans les acides gras à longue chaîne, dans la synthèse des acides gras à longue chaîne qui sont très importants. Donc, quand vous avez une diminution de cette synthèse,
vous allez avoir un problème de perméabilité. Il faut aussi tenir compte de l'effet toxique des métabolites de l'éthanol qui vont endommager l'intégrité épithéliale de l'intestin, induire une inflammation et entraîner beaucoup de perte de l'immunité mucosale antibactérienne de l'intestin. Donc on perd la fonction barrière et on a davantage de perméabilité. Et il est important de savoir que l'intestin et le foie sont directement liés puisque 90% de ce qui vient de l'intestin va au foie pour être filtré, ce qui entraîne une translocation pathologique des produits bactériens, des métabolites et des cytokines pro-inflammatoires produites par les cellules épithéliales de l'intestin. Ceci, à son tour, entraîne une inflammation systémique et une immunodéficience. Et nous savons très bien que l'inflammation est essentielle pour l'apparition de la maladie dans d'autres organes, tels que le cerveau ou d'autres. Mais ce dont je voudrais que vous vous souveniez d'une chose, l'alcool entraîne des problèmes d'inflammation, d'immunopathologie. Ici, vous avez le recrutement de davantage de cellules immunitaires, ce qui entraîne ce cercle vicieux d'endommagement. Et tout cela entraîne des problèmes de circulation systémique, avec une inflammation systémique qui ne se résout pas, l'atteinte de plusieurs organes. Alors, où pouvons-nous intervenir? Alors, l'intestin qui m'intéresse, où pouvons-nous intervenir? On peut diminuer les réponses immunitaires dommageables et restaurer l'immunité antibactérienne. On peut tenter d'enlever ces produits bactériologiques accrus dans la circulation systémique. On peut aussi tenter de restaurer un microbiome sain, et on en parlera tout à l'heure. On peut aussi tenter de réparer l'intégrité de l'intestin pour éviter l'intestin imperméable, ou on peut tenter de revigorer l'immunité mucosale antibactérienne et de diminuer l'inflammation dommageable de l'intestin. Alors avec mon groupe, on a travaillé sur ces deux éléments-là et c'est ce que je vais vous montrer. On a essayé de comprendre le mécanisme qui peut permettre d'avoir des cibles thérapeutiques. Alors tout d'abord, on va essayer de restaurer l'immunité antibactérienne. Souvenez-vous de ce qu'on a parlé tout à l'heure quand on a dit qu'on avait un déséquilibre. On va essayer de rééquilibrer les choses. Physiologiquement, il est important d'avoir un équilibre entre l'immunoprotection et l'immunopathologie pour pouvoir résoudre les inflammations. Et cela vient des voies régulatoires immunitaires. Mais les récepteurs peuvent être impliqués dans les problèmes de déséquilibre chez les patients qui sont atteints d'hépatite alcoolique. Alors, ces récepteurs de vérification ou ces checkpoints régulent la fonction immunitaire, s'occupent de l'amplitude, de la force, de la largeur, de la qualité de la réponse immunitaire. Et c'est un réseau de biologie du système qui va maintenir le système immunitaire. Et ce dont vous devez vous souvenir, c'est qu'il y a deux types de récepteurs. Les stimulants qui stimulent la réponse immunitaire et ceux qui sont inhibants, qui vont inhiber et empêcher la réponse immunitaire de devenir folle, dans un certain sens. Donc, ces points permettent de la maintenir sous contrôle, cette réponse immunitaire. Et ces récepteurs sont connus
pour supprimer, par exemple, les réponses antitumorales. Et en effet, le cancer va exploiter ces récepteurs pour échapper à la reconnaissance immunitaire. Il y a un certain nombre d'anticorps qui vont bloquer les checkpoints inhibants et qui sont reconnus et qui vont permettre d'éliminer le cancer. Vous avez ici ceux qui ont été approuvés. Et on en ajoute chaque jour et chaque mois à cette liste. Mais en fait, vous avez plusieurs. Vous avez le programme DES1 et le CTLA4. Je suis désolée pour cette image horrible, mais je crois qu'elle vous montre bien le pouvoir, si on arrive à gérer l'immunité antitumorale avec des produits. Ici, elle a reçu une dose d'anti-PD1 et de CTLA4 et en 3 semaines, la tumeur avait disparu. Cela vous montre combien ces récepteurs peuvent réactiver aussi la réponse immunitaire. Quand on arrive à les faire réagir, on peut avoir un résultat spectaculaire. Là, ici, on montre que la translocation bactérienne entraîne une expression antibactérienne et le blocage ex vivo pourrait restaurer la fonction antibactérielle sans avoir l'orage, si vous voulez, la tempête pro-inflammatoire qu'on connaît. Nous pensons que le bon ciblage thérapeutique pourrait être efficace chez ces patients si on cible PD1 et TIM3. Et en fait, on a une étude de phase 1B pour les graves sepsis qui montre que c'est bien toléré et semble montrer une restauration du système. Donc, nous essayons aussi de raviver l'immunité antibactérienne de la muqueuse. On s'est donc intéressé à la muqueuse associée à des lymphocytes T invariants, donc ce qu'on appelle l'immunité intestinale. Cela peut avoir un certain nombre de fonctions antibactériennes. Ça permet de produire un grand nombre de cytokines, ces facteurs solubles, tuer les cellules infectées par les bactéries et produire des cytokines qui vont maintenir l'intégrité de la barrière intestinale et contrôler la flore intestinale. Sont la clé pour la protection biliaire primaire et protège l'épithélium. Ici, dans cette étude, on a montré que les cellules MIT sont très dysfonctionnelles dans le cas d'une hépatite alcoolique. Ce que l'on a montré, c'est une réduction dramatique de ces cellules dans l'intestin. Il y a aussi une forte diminution des cellules MIT sanguines. Et pour les petites cellules qui restent, elles ont une activité antibactérienne très réduite. Et nous pensons qu'en restaurant cette fonction des cellules MIT, on peut peut-être restaurer les armes antibactériennes dont on dispose. Il existe un certain nombre de rapports et d'autres mécanismes qui permettent bien sûr de traiter les patients, l'abstinence, éviter une grande quantité de sucre et de graisse et
compléments en vitamine A. Antibiotics have also been thought Les antibiotiques, on a également pensé qu'ils pouvaient améliorer la survie, améliorer la fonction barrière. Néanmoins, il faut être conscient qu'un tiers de ces problèmes de ces patients sont multirésistantes. Et bien sûr, on peut améliorer la flore intestinale avec des prés, des probiotiques et une transplantation de microbiote fécal. Et je me réjouis d'entendre la présentation suivante. J'espère avoir pu vous convaincre en ce peu de temps qu'il faut vraiment développer des stratégies thérapeutiques pour ces patients qui ont des hépatites alcooliques. vulnerability to infection. Ils sont bien sûr beaucoup plus vulnérables aux infections. Il faut donc cibler les patients qui ont la forme la plus grave de cette maladie. Et il faut aussi cibler les voies immunomodulatrices pour restaurer l'immunité antipathogène sans exacerber les réponses inflammatoires systémiques. On peut essayer d'améliorer l'immunité intestinale et en fin de compte tenter de réparer l'intestin perméable. J'aimerais remercier mon groupe, en particulier Antonio Riva, pour tout le travail qui a été fait, que je vous ai montré aujourd'hui, tous mes merveilleux collaborateurs et toutes ces personnes qui ont financé et soutenu ce travail. Je vous remercie, je serais ravie de prendre vos questions. Thank you very much. We have time for Merci, nous avons le temps de prendre quelques questions. somebody has a question for Est-ce que quelqu'un a une question à poser au docteur Chokshi? you show that the mechanism of acute Vous avez montré que le mécanisme des hépatites alcooliques aiguës était très complexe et que different, I mean, génétique. elles variaient, elles avaient différents éléments génétiques dus au microbiote ou des défects immunitaires. Dans une diapositive, vous avez suggéré que les inhibiteurs de checkpoint utilisés pour les mélanomes ou d'autres cancers pourraient être utiles pour cette maladie. Est-ce qu'il y a eu une expérience clinique sur ces checkpoint inhibitors dans l'hépatite alcoolique? I think the slight concern. Non, en fait, il n'y en a pas eu. Certains pensent que ça pourrait induire une hépatotoxicité parce que vous donnez pouvoir à une réponse immunitaire qui peut être très forte. En fait, With LPS, we had ethanol and LPS. on n'a pas pour l'instant de réponse hors cible dans les travaux qu'on a faits, mais il nous faut peut-être d'abord travailler avec des patients qui sont peut-être un peu moins inflammatoires, par exemple des patients avec une cirrhose, avant de passer aux patients qui ont une hépatite alcoolique. Il est vrai qu'après toutes ces années, le seul traitement qui reste sont les stéroïdes, les corticostéroïdes pour les hépatites aiguës. Et il y a eu des tentatives pour utiliser des anti-TNF ou d'autres médicaments, mais tout a échoué. Il nous faut donc bien sûr comprendre comment cela fonctionne. Et en fait, les corticostéroïdes sont d'anciens médicaments et je pense qu'en 2021, nous devons faire davantage que d'utiliser simplement ces médicaments. Et je vous remercie de tout ce travail parce que ce n'est qu'ainsi, en comprenant ce qui se passe, que nous pourrons trouver la cible thérapeutique contre les hépatites alcooliques aiguës. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser au docteur Chokshi? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie. Vraiment, les études de votre groupe sont très impressionnantes. C'est un travail tout à fait impressionnant, le travail fait par ce groupe sur les maladies alcooliques. Et c'est essentiel car nous devons absolument essayer de faire mieux que les corticostéroïdes, faire mieux que les greffes de foie pour les patients qui ont une hépatite alcoolique aiguë. Et il nous faut trouver d'autres médicaments pour ces patients, au moins en phase aiguë.
discontinuation of drinking is an Bien entendu, le fait de cesser de boire est une étape très importante, mais avant de voir l'effet de la cessation de l'alcool on the liver, we have sur le foie, il nous faut trouver des médicaments qui nous permettront de sauver les patients. Merci beaucoup de cette excellente présentation et de cet excellent travail. Merci beaucoup. Donc, je vais appeler Sophie Leclerc, qui est chercheuse en Belgique et qui va nous expliquer le microbiote et troubles liés à l'alcool, de l'expérience fondamentale aux applications cliniques. Donc, c'est à vous. So, good afternoon, everyone. And first of all, thank you very much for the invitation. Bien, bonjour à tous et merci d'abord de votre invitation. Dans cette présentation, je vais vous parler du rôle et de l'effet du microbiote intestinal sur les fonctions cérébrales et le comportement dans les troubles à l'alcoolisme. I'm going to show you some clinical Je vais vous présenter des données cliniques observées sur des patients alcooliques et aussi des données expérimentales obtenues à partir de modèles animaux. Comme vous le savez, les problèmes de consommation d'alcool sont une maladie cérébrale de rechute chronique avec une utilisation d'alcool compulsive, une perte de contrôle et un état émotionnel négatif. Donc, c'est géré par différents éléments tels que dopamine, GABA, glutamate, sérotonine et opioïdes. Et à l'heure actuelle, le traitement pharmacologique utilisé pour traiter les patients alcooliques et pour les aider et pour maintenir l'abstinence cible ces neurotransmetteurs cérébraux. Malheureusement, ce ne sont pas des traitements très efficaces et le taux de rechute est très élevé. C'est la raison pour laquelle, au laboratoire, nous essayons de déplacer notre étude du cerveau sur les organes périphériques également impactés par la consommation, tels que le foie et l'intestin. Et notamment, nous regardons les microbiotes intestinales. Et aujourd'hui, nous allons essayer de vous convaincre que ce microbiote intestinal peut contribuer aux problèmes de consommation d'alcool. Alors, tout d'abord, de quoi s'agit-il? Ici, vous avez une image de la muqueuse intestinale. Et si vous regardez cette muqueuse avec un microscope très puissant, vous allez voir cela. La muqueuse intestinale est donc colonisée par un grand nombre de micro-organismes, des bactéries, des virus, des champignons, des levures et des archéas qui représentent le microbiote intestinal. Mais dans cette présentation, je vais uniquement parler du microbiote et des bactéries. En fait, nous avons 100 millions de 100 000 milliards de bactéries, soit 10 puissance 14 cellules bactériennes qui vivent dans notre intestin et qui représentent entre 1 et 2 kilos. Pour comparer, le corps humain est fait de 10 puissance 13 cellules humaines, donc nous avons 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans notre corps. On peut donc considérer que l'on n'est que 10% humain et 90% microbes. Toutes ces bactéries intestinales ont un rôle très important à jouer pour la santé humaine. Tout d'abord, le microbiote intestinal est impliqué dans la régulation immunitaire, dans la régulation de nombreuses réactions métaboliques et dans la régulation du système nerveux. Et il peut également influencer la santé psychologique. L'existence d'un axe entre l'intestin et le cerveau a été suggérée dans de nombreux troubles psychiatriques et conditions neurologiques. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment le microbiote intestinal peut influencer la fonction et le comportement cérébral dans le problème d'alcoolisme. Alors, tout d'abord, comment les bactéries
bactéries intestinales peuvent-elles communiquer avec le cerveau pour influencer les humeurs et les émotions? Alors, plusieurs voies ont été mentionnées dans la littérature. Je vais essayer de les résumer brièvement. Tout d'abord, les métabolites microbiennes. Nous avons dans l'intestin certaines bactéries qui peuvent produire des neurotransmetteurs tels que la dopamine, les GABA ou la glutamine. D'autres peuvent produire des métabolites qui sont produites dans l'intestin, traversent la barrière, rentrent dans la circulation et rentrent dans le cerveau de manière à déclencher un effet neuroactif. La deuxième voie, c'est l'inflammation. Nous savons que les cytokines inflammatoires produites à la périphérie peuvent atteindre le cerveau et entraîner des changements de comportement, par exemple des symptômes de dépression. Et enfin, le nerf vague est très important dans cette communication. On a pu montrer que dans une étude précédente que l'abus d'alcool chronique peut entraîner l'altération du microbiote, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dysbiose, ça va entraîner un intestin perméable qui va permettre à des endotoxines de passer de l'intestin à la circulation, par exemple les LPS. Et en fait, elles sont reconnues par des cytokines qui peuvent atteindre le cerveau pour induire des symptômes tels que l'anxiété, la dépression ou l'envie d'alcool. Nous avons montré dans notre étude qu'il y avait un lien entre l'altération du microbiote intestinal et la sévérité des symptômes psychologiques, c'est-à-dire que les patients alcooliques qui ont de grosses altérations vont avoir des scores élevés en dépression, anxiété et envie ou manque. Et plus récemment, on a observé d'autres facteurs psychologiques qui sont liés à cela, et c'est la sociabilité. Vous avez une revue très intéressante publiée dans le magazine Science il y a 2 ans et qui établit le lien entre le microbiote intestinal et le comportement social. Comme vous le savez, le comportement social est très difficile à étudier chez les humains puisqu'il implique plusieurs endroits du cerveau, des neurotransmetteurs, et il est difficile chez l'humain d'accéder au cerveau et de prendre une biopsie et d'étudier les gènes. Raison pour laquelle on passe maintenant à la partie expérimentale du projet. On a étudié l'axe entre l'intestin et le cerveau chez les souris. Comme je vous l'ai dit, chez les patients alcooliques, on a observé des associations entre le microbiote intestinal et les symptômes psychologiques. Mais ça n'était qu'une corrélation d'association. Donc nous voulions aller plus loin et avons conçu une nouvelle expérience qui permette de démontrer le rôle causal du microbiote dans l'apparition d'altérations comportementales liées à la dépendance alcoolique. Et pour cela, on a utilisé la transplantation de microbiotes fécaux. C'est-à-dire qu'on les a transplantés chez une souris. On a analysé le comportement de la souris. Très rapidement, dans cette expérience, nous avons 2 groupes de souris, des souris qui ont été transplantées avec le microbiote de patients alcooliques et des souris, donc nous les appelons les souris receveuses alcooliques, alors que nous avons un deuxième groupe qui ont reçu le microbiote de sujets en bonne santé, que nous appelons donc les souris receveuses contrôle. Et nous avons testé leur comportement social, leur comportement dépressif, leur comportement d'anxiété et de stress. Tout d'abord, nous étudions le comportement social avec cet appareil séparé en 3 chambres. C'est en fait une boîte en plexiglas découpée en 3
chambres. À droite, nous avons la petite chambre dans laquelle se trouvent les souris. Et nous mettons un petit abri en grillage dans lequel nous mettons une deuxième souris. Et de l'autre côté, nous avons la même chose, mais le petit abri est vide. Et nous avons deux petites portes et la souris qui est en liberté explore librement. Lorsque nous avons réalisé ce test avec les souris receveuses contrôle, nous avons constaté qu'elles passaient peu de temps au centre. Est-ce qu'on peut revenir sur mes diapositives et ma vidéo, s'il vous plaît? Revenez sur les... Oui, merci. Merci. Nous avons réalisé ce test donc avec les souris receveuses contrôle. Elles ne passaient pas beaucoup de temps dans la pièce centrale. Elles ont passé beaucoup de temps à interagir avec l'autre souris par rapport à l'objet vide. Ce qui est un comportement tout à fait normal pour les souris, car les souris sont des animaux très sociaux, très sociables. Lorsque nous avons réalisé ce test chez des souris qui avaient reçu le microbiote de patients alcooliques, nous avons constaté qu'elles passaient autant de temps dans la chambre contenant un objet vide que dans la chambre contenant une souris. Ce qui veut dire qu'il y a une réduction de la sociabilité chez les souris ayant reçu une transplantation de microbiote de patients alcooliques. Ensuite, nous avons évalué le comportement dépressif avec un test de nage obligatoire. Nous avons mis la souris dans un récipient plein d'eau et la souris nage pour essayer de s'échapper. À gauche, vous avez une vidéo montrant la souris la plus mobile, la plus réactive. À droite, vous avez une souris qui est très peu mobile. Et cette immobilité est un reflet de la dépression ou d'un comportement désespéré. Nous avons fait le test et constaté que celles qui avaient reçu le microbiote des patients alcooliques a passé plus de temps dans cette immobilité qui est un reflet d'un comportement dépressif. Enfin, nous avons évalué l'anxiété ou les comportements anxieux avec un système élevé avec labyrinthe et puis un système avec une partie éclairée et une partie sombre. Et là, pas de différence entre les deux groupes. Nous avons également mesuré les corticostérols, qui est en fait un reflet du niveau de stress, et le niveau de corticostérone en bleu était plus élevé chez les souris qui avaient reçu une transplantation de microbiote de patients alcooliques par rapport aux souris receveuses contrôle, ce qui reflète donc un niveau de stress plus élevé chez ces souris. Ensuite, nous souhaitions rechercher pour comprendre si la transplantation du microbiote d'un patient alcoolique pouvait induire des changements dans l'expression de certains gènes spécifiques dans le cerveau. À la fin de l'expérience, nous avons donc recueilli le cortex frontal et le striatum. Et nous avons mesuré différentes fonctions cérébrales, la myélinisation, la neurotransmission inhibitoire et excitatoire et l'inflammation et l'activation microgliale. Alors, tout d'abord, nous avons mesuré l'expression de gènes liés à la myéline dans le cortex frontal et le striatum, le corps strié, et nous avons constaté que l'expression de ces gènes est diminuée, régulée vers le bas chez les souris ayant reçu un microbiote d'alcoolique. Ensuite, deuxième test, dans le cortex frontal, on voit que l'expression des récepteurs était plus élevée chez les souris ayant reçu un microbiote de patients alcooliques par rapport aux souris contrôle. Nous avons mesuré des marqueurs d'inflammation, des cytokines pro-inflammatoires et des marqueurs de l'activation des microglies. Et vous voyez que dans le cortex frontal, il n'y a pas de signe d'inflammation. Par contre, dans le corps strié, tous ces marqueurs inflammatoires sont régulés vers le haut chez la souris ayant reçu un microbiote de patients alcooliques. Et il y a un marqueur spécifique qui s'appelle le GPR109A, qui est un marqueur d'activation des microglies et également un récepteur pour un métabolite particulier qui s'appelle le bêta-hydroxybutyrate.
Ensuite, nous voulions étudier les voies de communication pour identifier des métabolites potentiellement responsables de l'altération de la myélinisation, de la neurotransmission et de la neuroinflammation. Nous avons donc réalisé une étude de métabolomique dans le sang des souris transplantées et pour vous la faire courte, nous avons observé que le résultat le plus important était le suivant. Nous avons trouvé une réduction significative des taux plasmatiques de BHB dans les souris receveuses d'un microbiote alcoolique par rapport aux souris receveuses d'un microbiote contrôle. Alors, quel est le lien avec le BHB? Le BHB est un corps cétonique comme l'acétone ou l'acétoacétate qui est produit par le foie dans certaines conditions, au moment du jeûne, lorsque la glycémie est basse ou pendant un exercice physique prolongé. Or, il existe une voie biochimique du foie qui s'appelle la cétogénèse. Et la cétogénèse va convertir des acides gras libres en bêta-hydroxybutyrate. Les tissus adipeux sont également importants parce qu'ils libèrent les acides gras libres dans le sang et ces derniers vont atteindre le foie pour y activer la cétogénèse. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin des bêta-hydroxybutyrates? En fait, le cerveau en a besoin car le glucose est la source d'énergie principale pour le fonctionnement du cerveau. Mais lorsque la glycémie est basse, c'est-à-dire que les niveaux de glucose dans le sang sont bas, le cerveau a besoin d'une source d'énergie alternative. Il ne peut pas avoir recours à la graisse, aux lipides, et donc il va utiliser le bêta-hydroxybutyrate. Alors imaginez que vous couriez un marathon ou que vous fassiez un footing tous les matins avant votre petit déjeuner, votre glycémie est basse, votre taux de glucose dans le sang est très bas. À ce moment-là, les tissus adipeux vont libérer des acides gras libres dans le sang, vous allez brûler des lipides. Ces acides gras libres vont activer la cétogénèse dans le foie et les acides gras libres vont se transformer en BHB qui va être libéré dans le sang, puis récupéré par le cerveau pour vous maintenir en état de conscience pendant que vous faites un effort physique ou que vous courez. Nous avons analysé la littérature et nous avons trouvé que le BHB est une source d'énergie importante pour le cerveau, mais il joue également un rôle dans la dépression et dans le comportement social. D'ailleurs, il a aussi un effet anti-inflammatoire dans le cerveau. Il joue un rôle dans la formation des gaines de myéline et il peut réguler l'équilibre entre les GABA et les glutamates dans les tissus cérébraux. Nous pensons donc que le déficit en bêta-hydroxybutyrate que nous avons observé dans le sang des souris ayant reçu un microbiote alcoolique est responsable de l'altération de la myélinisation, de la neurotransmission et de la neuroinflammation. Nous avons réalisé plusieurs expériences chez les souris pour prouver l'importance du rôle du BHB, mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vous fais grâce des résultats, on pourra parler plus tard si certains sont intéressés. Nous confirmons que le BHB joue un rôle important chez la souris, mais qu'en est-il des patients alcooliques? Nous souhaitions tester la corrélation entre les niveaux dans le sang de BHB chez les patients alcooliques et leurs symptômes psychologiques. Donc, dans une petite cohorte de patients pour lesquels nous avons accès au score de sociabilité, nous avons constaté une corrélation importante entre les taux plasmatiques de BHB et le score de sociabilité et d'anxiété sociale. Dans une cohorte plus large de patients, nous avons mesuré la dépression et les signes de manque de l'alcool. Nous avons trouvé une corrélation négative significative entre le BHB et le score de dépression et de manque. Ce qui veut dire que cela suggère que les patients alcooliques ayant des taux de BHB bas ont moins de capacité sociale et un taux de dépression et de manque plus élevé. Ensuite, nous souhaitions tester l'implication de la BHB dans la myélinisation. Nous avons donc réalisé une petite étude avec l'IRM pour extraire le carte fractionnelle anisotropique qui montre la myélinisation et nous avons trouvé une corrélation entre les taux plasmatiques de BHB et l'anisotropie fractionnelle dans deux régions particulières de la matière blanche, à savoir le forceps majeur et le fasciculum
ventricule gauche supérieur longitudinal. Ce sont des résultats préliminaires, mais qui pourraient suggérer que le BHB joue également un rôle dans la myélinisation. Donc j'espère que je vous ai convaincu à ce stade qu'il y a une voie d'accès entre le foie et le cerveau dans les troubles liés à l'alcoolisme et que donc il y a ici un rôle entre le foie et le cerveau. Et ce serait une perspective clinique intéressante d'améliorer la composition du microbiote intestinal pour justement impacter cet axe entre le foie et le cerveau, peut-être en améliorant la composition du microbiote avec une approche nutritionnelle, comme par exemple en utilisant des fibres alimentaires ayant des propriétés probiotiques. Nous avons d'ailleurs réalisé une étude clinique dans laquelle nous avons étudié très attentivement la nutrition des patients alcooliques en les comparant à des témoins en bonne santé. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, l'alcool représente 40% de l'apport d'énergie totale chez les patients alcooliques et de ce fait, il y a une réduction significative des autres macronutriments. Nous avons une diminution de l'absorption de protéines, d'hydrates de carbone et de lipides. Et ces résultats ne nous surprennent pas puisque l'alcoolisme est l'une des causes principales de malnutrition dans les pays développés. Donc, ce sont des résultats qui étaient tout à fait prévisibles. Cependant, ce que nous avons démontré pour la première fois, c'est que tout ce qui est lié à la prise de fibres alimentaires. Nous avons mélangé des fibres alimentaires solubles et insolubles. Et vous voyez sur ce graphique que si l'on contrôle avec des témoins sains, les patients alcooliques absorbent moins de fibres alimentaires. Et ça, c'est aussi quelque chose à quoi on s'attendait parce que les patients alcooliques n'ont pas un régime alimentaire très sain. Ils ont plutôt tendance à mal manger, à ne pas manger assez de légumes, de féculents, de fruits et de produits complets qui sont une source de fibres alimentaires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on essaye de corréler les données nutritionnelles avec les données psychologiques, on constate que les fibres alimentaires étaient corrélées à l'anxiété et à la sociabilité. En d'autres termes, les patients alcooliques ayant une absorption très limitée de fibres alimentaires ont des scores d'anxiété très élevés et au contraire un score de sociabilité beaucoup plus bas. À partir de cette observation, nous avons réalisé une étude randomisée en double aveugle contrôlée par placebo. Nous avons supplémenté les patients alcooliques avec une fibre prébiotique qui s'appelle l'inuline. Nous avons inclus 50 patients dans l'étude, 25 ont reçu un placebo et 25 ont reçu l'inuline, donc cette fibre alimentaire en supplément alimentaire. Les patients étaient hospitalisés pendant un programme de désintox de 3 semaines et la supplémentation alimentaire leur était administrée pendant le programme de désintox. Nous avons recueilli. Est-ce qu'on peut revenir une diapositive en arrière, s'il vous plaît? Merci. Nous avons recueilli différents échantillons biologiques et nous avons réalisé des tests psychologiques à T1 et T2. T1, c'est le premier jour d'arrêt de l'alcool et ensuite l'autre, c'est le dernier jour du programme de désintoxication. Voilà le résultat psychologique. Nous avons mesuré la dépression, l'anxiété, le syndrome de manque de l'alcool et la sociabilité. Le groupe inuline est en vert et le groupe témoin est en rouge. Et comme vous pouvez le voir, pour le score de dépression, il y a une réduction significative du score de dépression entre T1 et T2 dans le groupe placebo. Tout à fait prévisible puisque l'arrêt de la prise d'alcool a amélioré les symptômes de dépression. Dans l'autre groupe, le groupe inuline, nous avons la même modification, diminution significative de la dépression dans le groupe
prenant de l'inuline. Donc ici, nous voyons un effet important de l'arrêt de l'alcool. Par contre, nous n'avons pas un effet considérable de la prise d'inuline. Et pour ce qui est de l'anxiété et du manque d'alcool, le résultat est identique. Le fait d'arrêter, le sevrage alcoolique a un impact important pendant les 3 semaines de désintoxication, aussi bien dans le groupe placebo que dans le groupe inuline. Donc la désintoxication a un impact important, mais pas la prise d'inuline. Cependant, concernant le score de sociabilité, vous voyez que dans le groupe placebo, il n'y a aucune modification de la sociabilité entre T1 et T2, donc pendant les 3 semaines de désintoxication. Par contre, dans le groupe inuline, on voit une augmentation de la sociabilité pendant la période de sevrage alcoolique. On peut en conclure que l'inuline est en mesure de moduler le microbiote intestinal et de moduler le comportement social. Malheureusement, elle n'a pas d'impact ni sur la dépression, ni sur l'anxiété, ni sur les syndromes de manque. Voilà, je voudrais vous remercier tous ceux qui ont participé à l'étude, et le professeur Philippe de Timarine, Nathalie Nezen et Peter Starkel, et je vous remercie pour votre attention. Avez-vous des questions? Bonjour, vous n'avez pas évoqué la question de la thiamine, dont on sait qu'elle est en net déficit chez les patients alcooliques chroniques, qui a aussi un impact sur son déficit a aussi un impact sur les problèmes neurologiques, et donc j'imagine aussi sur les comportements, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas un biais, ou est-ce que vous avez tenu compte de ça dans vos études? Et dans la dernière partie, dans la plupart des cas, quand on fait le sevrage de patients alcooliques, on les supplémente justement dans des doses importantes de thiamine. Et donc du coup, là aussi, est-ce que... Enfin voilà, c'était un petit peu ma question autour de cette question de la thiamine. Oui, en effet, alors on ne tient pas compte de la thiamine, tout simplement parce que, comme vous le dites très bien, tous les patients alcooliques sont supplémentés en vitamine B pendant leur sevrage. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on étudie. Maintenant, tous nos résultats sont en général contrôlés. En fait, quand on a fait une étude nutritionnelle très poussée, on s'intéresse aussi à la vitamine B qui vient de l'alimentation. Et donc, nos résultats sont contrôlés pour tous les micronutriments et les macronutriments. Et donc, l'amélioration de la dépression, de l'anxiété ou du craving, dans nos études en tout cas, n'est pas due à une potentielle vitamine B alimentaire en tout cas, et si c'est donné de manière médicamenteuse, enfin par des compléments alimentaires plutôt, on n'étudie pas ça étant donné qu'ils sont tous supplémentés. J'ai quelques questions. Donc d'abord, vous pensez que le microbiote a un impact sur le cerveau, si j'ai bien compris. D'après vous, ce microbiote a un impact sur le foie et le foie sur le cerveau, ou un impact direct sur le cerveau? Alors ici, c'est vrai que j'ai dû skipper un petit peu une petite partie de la présentation. En fait, ce qu'on a montré, c'est pour faire le lien entre intestin, foie et cerveau, c'est que les bactéries intestinales produisaient de l'alcool, donc de l'éthanol. Donc on a mesuré en fait, après transplantation de microbiote de patients alcooliques dans la souris, on a mesuré en fait la concentration d'éthanol dans la veine porte de la souris, et on a vu que c'était plus élevé donc chez les souris qui avaient reçu le microbiote d'alcoolique comparé aux souris receveuses de microbiote de sujets sains. Donc le taux d'éthanol était plus élevé, et l'éthanol était corrélé avec l'expression de l'enzyme qui régule la cétogénèse. Donc c'est la HMG coenzyme synthase 2, et on avait une corrélation négative, et donc on pense que cet éthanol endogène, donc produit par les bactéries du microbiote, a un effet inhibiteur sur la cétogénèse, ce qui pourrait expliquer des taux plus bas de bêta-hydroxybutyrate. Je n'ai pas très bien compris, BHB et cerveau, vous avez montré, mais quel est le lien entre microbiote et BHB? Eh bien justement, donc en fait le BHB, ce n'est pas un métabolite microbien, il est produit par l'hôte, donc il est produit par notre foie, mais notre hypothèse, c'est que les bactéries, en produisant de l'éthanol, c'est l'éthanol microbien qui va induire cette inhibition de cétogénèse. Peut-être ma dernière question, c'est le microbiote, c'est très complexe, et probablement on ne sait pas tout ce qu'il y a dans le microbiote, puisqu'il y a beaucoup de choses, mais grosso modo, quand même, qu'est-ce qu'on sait? Finalement, vous dites on transplante du microbiote de patients alcooliques,
Mais en quoi il est différent, le microbiote de patients alcooliques, du microbiote de patients contrôle, enfin qui ne boivent pas? Oui, c'est une très bonne question. Et malheureusement, je n'ai pas de réponse claire à vous donner parce que quand on fait la littérature, en fonction des différents endroits où on se situe dans le monde, les caractéristiques microbiennes des patients alcooliques vont être différentes dans chaque étude. Donc, c'est impossible de dire qu'il y a une bactérie clé qui joue un rôle. Nous, dans nos études, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une bactérie qui s'appelle Fecalibacterium prosnitzi qui est diminuée chez les patients alcooliques. C'est une bactérie avec des propriétés anti-inflammatoires. On a des autres bactéries comme les bifidobactéries aussi qui sont diminuées. Donc voilà quelques caractéristiques, mais ce ne sont pas des caractéristiques qui sont retrouvées dans toutes les études. Donc on sait qu'il y a une dysbiose, mais... on ne sait pas tout du microbiote, il y a aussi des virus. Hein, il y a les virus et il y a les champignons. Il y a des gens qui travaillent aussi sur tous les champignons qui sont présents dans notre intestin, qui montrent des différences aussi de mycobiome. Alors, oui. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Et donc je clôt cette session plénière donc, sur les liens entre l'immunité d'une part et le microbiote d'autre part et les lésions dues à l'alcool sur le foie et sur le cerveau. Merci à tous.